Les élèves et les enseignants de l'école primaire de Freetown, une commune située sur la côte sud-est d'Antigua, sont de sortie. Ils vont découvrir les 4 types de palétuviers qui poussent dans des mangroves de l'île. Come closer. Right, turn. Hi. Good. Good morning. Leur guide est Joseph Prosper. Enseignant à la retraite, il dirige aujourd'hui les Archives nationales. Il est aussi membre du groupe Conscience environnementale qui œuvre pour sensibiliser la population à l'écologie de l'île. Depuis des années, il amène des enfants et des adultes dans cette mangrove. Elle s'appelle Fitch's Creek, elle est facile d'accès et c'est également une décharge sauvage. Regardez sur les côtés, ne marchez pas trop vite. Regardez autour de vous, observez les déchets. Regardez ce que les gens font. L'attention des élèves est tiraillée entre la quantité des déchets et les explications sur les différents palétuviers qui survivent ici, au milieu de toute cette pollution. Venez, prenez votre temps. Suivez-moi. Il faut sentir la mangrove. Venez, venez. En ce moment, le palétuvier noir est en fleurs. Voici les fleurs. Plus important, nous marchons sur leurs racines. Les racines du palétuvier noir poussent vers le haut. Pour les autres palétuviers, on ne voit pas les racines parce qu'elles poussent dans la terre, comme vous l'avez appris au cours de sciences. La route, construite en toute illégalité, facilite la tâche de ceux qui veulent jeter leurs déchets à l'abri des regards. Aujourd'hui, dans la mangrove, je pensais que ça serait merveilleux et propre, comme on le voit dans les magazines. Mais ce n'est pas le cas. Je me sens mal par rapport à l'humanité et la manière dont on maltraite l'environnement. Je veux que le gouvernement leur dise d'arrêter de faire ça. Et s'ils n'arrêtent pas, ils auront des problèmes. Plus loin, une quantité de déchets obstrue le chemin. Les enfants sont choqués de découvrir un chiot abandonné. On a vu ce chiot qui a été abandonné. On aurait pu l'emmener quelque part pour le mettre en sécurité, mais on doit le laisser ici. Au terme de la marche, Joseph Prosper explique aux enfants l'impact de ces déchets sur la vie marine. Par temps de pluie, cette pollution s'écoule dans la mer et passe dans la chaîne alimentaire. Malgré l'insalubrité des lieux, la directrice de l'école estime que la sortie est une réussite. Nous n'étions pas conscients des choses qui se passent autour de nous. La destruction et la pollution. Donc je pense que c'est une bonne expérience pour les enfants. Cette visite a motivé les professeurs qui enseignent les effets du changement climatique et la pollution. Je veux que les enfants fassent une vidéo pour encourager les gens à s'occuper de l'environnement et qu'ils racontent ce qu'ils ont vu ici. Selon Joseph Prosper, la situation ne cesse d'empirer. Toutes les écoles qui me demandent de les emmener dans les mangroves, je ne suis jamais trop occupé pour les accompagner. Je suis à la retraite, mais j'espère que parmi ceux qui étaient ici aujourd'hui, quelqu'un va reprendre et continuer ses actions. Il y a 36 mangroves recensées à Antigua et Barbuda et la plupart sont affectées par le développement ou utilisées comme décharges sauvages. La dégradation des mangroves se poursuit parfois à quelques mètres de cadres paradisiaques. Même les mangroves qui semblent être en bonne santé sont menacées par les constructions à proximité. Il n'y a pas d'excuse pour cette pollution. Le gouvernement d'Antigua et Barbuda collecte les déchets dans tout le pays. Ce service coûte aux autorités plus de 6 millions d'euros chaque année. En plus, à la décharge centrale, qui était auparavant l'une des plus magnifiques mangroves du pays,
les particuliers peuvent jeter leurs encombrants gratuitement. Le gouvernement veut résoudre ce problème des décharges sauvages. Malwyn Joseph, ministre de la Santé et de l'Environnement, a validé une nouvelle législation pour lutter contre ce fléau. Une première amende coûtera 1 500 €. Les récidivistes paieront 16 500 €. Les camions qui transportent et jettent les déchets illégalement seront confisqués. Nous avons changé notre législation pour inclure la gestion de toutes sortes de déchets à Antigua et Barbuda. Les ordures ne représentent qu'un élément qui, nous l'espérons, ne sera plus un problème dans un avenir proche. La nouvelle loi sera plus complète. En 2016, le gouvernement a interdit les sachets en plastique et le polystyrène. Antigua et Barbuda a été le premier État de la Caraïbe à prendre cette initiative qui a connu un fort succès. Avant, les centres commerciaux utilisaient 11 millions de sacs plastiques par an, dont 90% terminaient dans la décharge ou dans la nature. Gloria's Supermarket est situé aux alentours de la capitale St. John's. Ouvert depuis 32 ans, son propriétaire Gloria Joseph est la seule femme dans le pays qui possède son propre supermarché. Elle a accueilli la fin des plastiques et du polystyrène à bras ouverts. Voici nos verres jetables bio avec des couverts, les gobelets pour les liquides chauds. Voici les assiettes biodégradables et les barquettes biodégradables pour les plats à emporter. Ces articles biodégradables coûtent un peu plus cher. Donc notre gouvernement a pris une initiative de supprimer toutes les taxes douanières. Tous les plats à emporter sont emballés dans des barquettes fabriquées dans des matières biodégradables. Depuis l'interdiction des barquettes en polystyrène, le prix des repas est resté le même. Le coût supplémentaire n'a pas été répercuté sur les clients. À l'étage, Gloria stocke les réserves pour le supermarché. Une pièce entière contient les articles jetables. Elle importe le tout des États-Unis. Il est indiqué que c'est fabriqué en Chine, mais en réalité, ils sont faits pour le marché américain. Donc je sais que c'est une bonne qualité. Aux États-Unis, ces articles doivent être d'une qualité supérieure par rapport à celles importées directement de la Chine. Les clients ont dû prendre de nouvelles habitudes. Aujourd'hui, ils ont tous des cabas qu'ils oublient parfois. C'est pour cela que le supermarché met des cartons à disposition pour emballer les courses. Ça nous sauve de tous ces sachets en plastique chez nous qui attiraient les cafards. L'interdiction n'est pas une mauvaise idée. Les sachets en plastique ne sont pas bons pour les animaux, entre autres. Gloria doit se débarrasser de ces plaquettes en polystyrène utilisées pour emballer le poisson et les viandes crues. Le gouvernement les a interdits. Elle n'a toujours pas trouvé d'alternative. À Antigua, certains n'ont pas attendu le gouvernement pour adopter des réflexes écologiques. Wills Recycling est une entreprise qui rachète toutes sortes de métaux des mains des particuliers et des entreprises. Ces objets bien rouillés sont exportés dans des conteneurs vers le Canada. Le propriétaire, Hassani Williamson, âgé de 41 ans, diplômé en comptabilité, recycle des métaux depuis 2008. Nous avons accumulé tous ces objets en métal, des ressorts automobiles, des moteurs, des tuyaux, des portes, des grillages. Tout ce que vous pouvez imaginer est ici. Donc, on l'exporte ailleurs pour le remettre dans le réseau de recyclage. Ces grosses plaques de métaux doivent être découpées avant le changement dans le conteneur. Aujourd'hui, le marché est en crise. Le métal ne rapporte que 130 € la tonne par rapport à 200 € il y a quelques années.
Les revenus de son entreprise couvrent à peine les salaires des 9 employés qui sont chacun rémunérés 165 € par semaine. Dans le parc à ferraille, d'autres métaux sont séparés. Hassani a décidé de garder ses stocks. Il attend que les cours augmentent. À droite, nous avons les métaux les plus légers. Les épaves de voitures, démantelées, les étagères, les plaques métalliques, de la tôle. Tout est stocké ici avant d'être traité et transformé. Tous les jours, les particuliers viennent vendre des articles métalliques et des batteries de voitures. Je travaille dans une marina. Je récupère les choses dont on ne veut plus. Les vieilles batteries, les vieux moteurs, du laiton, entre autres. J'ai toujours quelque chose à ramener ici. Je gagne un peu d'argent. Ça aide à payer le carburant. Les articles sont pesés. Le type de matériel et le poids sont notés sur une feuille de papier. Placée dans un bocal et glissée dans ce tube, la feuille atterrit sur le bureau de la comptable à l'étage. Elle enregistre la transaction et prépare le paiement. L'argent et le reçu redescend. Le client récupère tout et s'en va. Le système est bien rodé. Les tonnes de métaux récupérées par Hassani Williamson sont des déchets en moins qui n'encombreront pas la décharge. Il ne reçoit aucune aide du gouvernement. Il paie la totalité des frais d'exportation. Aujourd'hui, il n'arrive pas à vivre de son parc à ferraille. Il a dû se lancer dans d'autres activités. La coopération de recyclage d'Antigua et Barbuda a été créée en 2005, soit 10 ans avant les initiatives de l'État en faveur du développement durable. C'est le Rotary Club qui a conçu ce projet avec un financement des Nations Unies et du Japon, entre autres, pour l'aménagement des locaux. Le jour de notre visite, le centre n'acceptait plus de produits à recycler. Les déchets s'accumulaient devant le hangar. Mario Bento, membre du Rotary Club, a travaillé sur la réalisation du projet. Nous n'avons pas les moyens financiers pour payer les personnes à trier ces déchets. Donc, ça s'accumule. 8 salariés de l'autorité gouvernementale de gestion des déchets ont été transférés ici temporairement pour trier la montagne de bouteilles en plastique, canettes en aluminium et de carton. Tout ce matériel vient des écoles, des hôtels et des entreprises. Le public adhère au concept même si le tri n'est pas obligatoire à Antigua et Barbuda. Le centre vend le plastique en Chine. Depuis 2 ans, la demande et les prix ont chuté. 1 kilo de plastique qui se vendait 26 centimes ne vaut que 14 centimes aujourd'hui. Le plastique broyé est stocké ici. Voici à quoi ça ressemble après broyage. C'est ça que nous allons expédier par conteneur vers la Chine. Voici nos déchets de carton. Nous les stockons en ballots. Il y a une demi-tonne par ballot. Ce carton sera expédié en Amérique du Sud pour être recyclé. Les prix ont baissé. Il y a 5 ans, on recevait entre 70 et 80 € la tonne. Maintenant, on ne gagne que 30 ou 35 € la tonne. Les canettes en aluminium sont compactées en blocs de 6 kilos. Il en faut 20 tonnes pour remplir un conteneur. Cet aluminium est envoyé à Floride. Auparavant, il rapportait 1 € le kilo. Aujourd'hui, le prix est de 44 centimes. En plus, le coût du transport maritime a augmenté. Au départ, le centre était un projet de réinsertion pour les anciens détenus et les alcooliques en cours de rétablissement. Il générait suffisamment de revenus pour embaucher 8 personnes. Aujourd'hui, il ne reste que Osbert Nanton, âgé de 63 ans, qui est salarié permanent ici depuis 10 ans. Presque toute ma vie, j'ai été alcoolique. Je passais beaucoup de temps dans de vieilles maisons et près des décharges.
C'était ma vie. Donc ma réhabilitation et le recyclage vont ensemble. C'est ma vie maintenant. Dominée par sa cathédrale, la capitale St. John's, avec une population de 23 000 personnes, s'étend vers la mer sur une pente douce. Cela permet aux eaux usées de s'évacuer rapidement et directement dans le port de croisière, où des centaines de touristes se promènent tous les jours. Il n'y a pas d'usine d'épuration centralisée. La forte odeur des eaux non traitées est présente partout dans la ville. C'est un vrai problème environnemental pour les habitants et la vie marine du port. Plusieurs hôtels à Antigua et Barbuda ont installé leurs propres usines d'épuration. Sugar Ridge, avec ses 60 chambres, des restaurants et d'autres prestations, est doté d'un centre de traitement des eaux usées qui a coûté 260 000 €. Le système a été installé par Mario Bento, le Rotarien qui a fondé le centre de recyclage. Il est ingénieur de métier. Il se déplace régulièrement pour vérifier le bon fonctionnement de l'usine. Des trappes lui permettent de contrôler chaque étape de l'assainissement. C'est ici que toutes les eaux usées de l'hôtel et des services sont collectées. Ensuite, tout est pompé dans l'usine située juste derrière moi pour transformation. L'usine tourne 24 heures sur 24. 70 000 litres sont traités chaque jour. Il n'y a pas d'odeur dans l'hôtel. Au fur et à mesure, l'eau sale se transforme. À la dernière étape, l'eau est claire. Elle est prête pour être réutilisée. Voici l'effluent final, après traitement dans l'usine. On ajoute du chlore ici et ensuite c'est distribué autour de la propriété et utilisé pour l'irrigation. L'eau potable coûte cher à Antigua et Barbuda. Presque la totalité de l'approvisionnement en eau douce provient de 6 usines de dessalement. L'eau de mer est récupérée dans ces grands tuyaux qui s'étendent à 500 mètres de la côte à une profondeur de 7 mètres. Elle est transportée dans l'usine par un réseau de canalisation. Le sable et d'autres impuretés sont d'abord filtrés. Tesfa Francis, âgé de 34 ans, est ingénieur mécanique. Il est responsable du bon fonctionnement des usines de dessalement. À partir du volume global qui arrive à l'usine, notre taux d'extraction est de 40%. Donc, seul 40% de l'eau de mer traitée ici se transforme en eau potable. Sous haute pression, l'eau salée passe dans des centaines de filtres d'osmose inversée. C'est ici qu'elle devient de l'eau potable. La production est stockée dans un réservoir, prête pour la distribution. Les usines tournent en permanence. Le dessalement est le plus grand consommateur d'énergie à Antigua et Barbuda. En plus, 40% de cette production est soit perdue dans le réseau de distribution vétuste, soit elle est volée. En 2018, ces pertes étaient chiffrées à 2 millions d'euros. Le prix de l'eau est inchangé depuis les années 80. À l'époque, on faisait très peu de dessalement. Maintenant, c'est la source principale d'eau potable. On va demander une revalorisation des tarifs. Antigua et Barbuda dépendent encore du fuel fossile pour ses besoins énergétiques. Pour réduire cette dépendance coûteuse, le gouvernement investit dans des énergies renouvelables. 2 fermes solaires ont été construites, la plus grande est celle-ci dans le sud-est de l'île. La deuxième est située à côté de l'aéroport international à quelques minutes de la capitale St. John's. Un troupeau de moutons assure l'entretien du site pour que l'herbe ne pousse pas sur les panneaux. Selon Winston White, l'ingénieur responsable des fermes solaires, ce site est idéal pour la production de l'énergie. Avec le solaire, il ne faut pas qu'il y ait de l'ombre. Ça réduit la performance. Donc ce champ ouvert dans la zone aéroportuaire, protégé des actes de vandalisme, est un bon site. Le terrain appartient au gouvernement, on n'avait pas à l'acheter.
À Antigua, la consommation quotidienne s'élève à 54 mégawatts, dont 10 proviennent du solaire. Le gouvernement incite la population à produire de l'énergie pour alimenter le réseau central. Le gouvernement a baissé les taxes douanières sur les installations. Certaines personnes se plaignent que les mesures incitatives ne sont pas assez intéressantes, mais selon nos calculs, après 7 ans, le client aura amorti son investissement. Les données de production sont stockées dans cette station d'onduleur. Ici, on mesure la quantité d'électricité produite. Voici notre niveau de production pour la journée. Voici la ligne maximale et on l'a presque atteinte. Il nous reste encore 2 heures de soleil. Tous les nouveaux modèles de lampadaires sont alimentés par l'énergie solaire. À Antigua et Barbuda, il est urgent de développer les énergies renouvelables, surtout pour satisfaire les fortes demandes du secteur du tourisme, qui représente 70% du PIB. En 2018, le pays a accueilli 270 000 touristes de séjour et plus d'1 million de croisiéristes. Ces visiteurs sont attirés par les 365 plages et les beaux paysages annoncés dans les guides touristiques. Il y a aussi le rendez-vous incontournable du point de vue de Fort Shirley, au son du steel band et un coucher du soleil avec le fameux rayon vert. Ces visiteurs veulent profiter des cadres paradisiaques sans être incommodés par les pénuries d'eau et d'électricité. Le gouvernement compte sur le département de l'environnement, créé en 2015 pour trouver des solutions. Diane Blacklane dirige ce département. Elle est aussi l'ambassadrice du changement climatique pour son pays. Elle a convaincu les hommes politiques de l'importance de l'écologie dans le développement national. Les contraintes budgétaires l'ont obligée à trouver ses propres financements pour les programmes du département. Le gouvernement nous a autorisés à créer un fonds de ressources renouvelables que nous sommes en train de mettre en place. On cherche des capitaux pour l'alimenter. Nous sommes également autorisés à acheter et investir dans des énergies renouvelables, éoliennes et solaires. Selon nos estimations, nous allons gagner entre 4 et 7 millions d'euros par an en vendant de l'électricité au gouvernement. Le reboisement d'Antigua et Barbuda est un autre programme du département de l'environnement. Les ruines des moulins à vent témoignent de l'importance passée de la culture de la canne à sucre. Il y avait 300 plantations sur l'île. Les planteurs ont à l'époque coupé les forêts pour planter la canne. La végétation est encore assez riche autour du Mount Obama, le point le plus élevé du pays. À environ 400 mètres de haut, Mount Obama fait partie de la chaîne Sherkeley que le département de l'environnement veut transformer en zone protégée. L'objectif du département est de planter 90 000 arbres dans les années à venir. En 2018, sa petite nurserie a distribué 10 000 arbres gratuitement à la population. Les salariés de la nurserie se déplacent régulièrement dans les écoles pour planter les arbres et échanger avec les enfants. Aujourd'hui, une dizaine d'arbres vont être plantés à l'école primaire de St. Peter's. Les enfants sont heureux de sortir des classes pour participer à cette activité. Avant de planter, ils doivent d'abord identifier les arbres. On va commencer par celui-ci. C'est quoi cet arbre? Les élèves sont impatients pour assister les agents du département de l'environnement. Ils se battent pour porter les arbustes. À tour de rôle, on creuse le trou
On plante et arrose un jeune sapotillier qui donnera des fruits d'ici quelques années. Il faut bien s'occuper de vos arbres. Ce ne sont plus les miens. Bientôt, vous aurez des sapotilles. Nous encourageons les élèves à garder leur environnement propre et à participer à la protection de l'environnement. On leur apprend l'importance de planter des arbres. Les enfants plantent un deuxième arbre avec autant d'enthousiasme. En classe, ils apprennent l'importance de ces actions. Planter des arbres, c'est bon pour l'environnement. Ils nous donnent à manger, mais aussi de l'oxygène pour respirer. Je pense que ce projet est important pour empêcher l'érosion des sols et pour nous donner des fruits, pour nous donner la vie. Des panneaux solaires sont installés sur le toit de l'établissement. L'électricité produite ici alimente le réseau central. Le gouvernement envisage d'en équiper toutes les écoles du pays. Les habitudes changent lentement. C'est cette jeune génération qui, dès le primaire, apprend l'impact du changement climatique et l'importance de protéger l'environnement qui va faire la différence à Antigua et Barbuda.